Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis Marie-Lille, je suis pro de la petite enfance, donc éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé pendant 17 ans en crèche, d'abord en tant qu'auxiliaire, puis après j'ai passé moi aussi ma VAE pour devenir éducatrice. Et maintenant, il y a 4 ans, je me suis reconvertie dans le coaching. Donc aujourd'hui, j'accompagne les familles autour de toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur parentalité. Je suis aussi thérapeute EMDR et EFT, qui sont des méthodes pour libérer les émotions, les traumatismes. Donc ça, je le fais aussi bien avec les enfants, les adolescents, les parents, les adultes. Et je continue d'accompagner les pros de la petite enfance. Je fais des analyses de pratique dans plusieurs crèches et j'accompagne les parcours de VAE avec Bleu Éducation. Donc, sur différents diplômes. Pour moi, les diplômes de la petite enfance, CAP, AP et EJE. Si vous n'étiez pas à la partie 1, pardon, je vais faire un petit rappel, donc ne vous inquiétez pas et vous trouverez le replay sur YouTube pour écouter les premiers grands pédagogues qui nous ont parlé de la psychologie de l'enfant. Donc, lors du premier atelier, nous avons vu comment la psychologie de l'enfant, elle s'est construite et comment le regard porté sur l'enfant, il a évolué au fil des années. Aujourd'hui, on va plus se rapprocher du quotidien des bébés et ce qu'on observe tous les jours chez les bébés. Donc, on va parler de la communication, du ressenti, des interactions avec l'environnement. Et on va s'intéresser à une idée essentielle, comment et pourquoi l'enfant se développe mieux dans le lien. Donc, vraiment, cette idée essentielle que les liens construisent l'enfant. Et on va voir à travers les différents pédagogues, les différentes recherches, pourquoi c'est si important ce lien. Donc, on va regarder des vidéos, on va parler vraiment de différents théoriciens et on va se rendre compte que l'enfant, dès très jeune, dès tout petit bébé, il est capable de ressentir et de communiquer avec son environnement. Et tout l'enjeu pour vous, les professionnels de la petite enfance, c'est justement de comprendre ces interactions pour pouvoir mieux y répondre. Et bien sûr, pouvoir les expliquer à vos collègues, à vos équipes, à vos stagiaires, mais également aux familles que vous accompagnez. Donc, c'est parti. Je vais vous donner pas mal d'informations. Je vais essayer de parler doucement, mais de toute façon, vous aurez accès au replay. Donc, voilà, si vous voulez prendre des petites notes, parce que je sais que des fois, il y a des candidats qui prennent des notes. Surtout que tout ce que je dis là peut être vraiment utile par rapport à un parcours de VAE, parce que c'est toujours intéressant, au-delà de parler de la pratique, d'expliquer d'où viennent les théories qui nous ont permis d'accompagner les enfants de telle manière aujourd'hui. Donc, lors de notre premier atelier, nous avons découvert plusieurs médecins, psychiatres, pédagogues qui ont posé les bases de la compréhension du développement de l'enfant. Donc, je vais faire un petit rappel pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc, au premier atelier, nous avions parlé de Freud. Freud, c'est le premier, alors c'est un psychanalyste, c'est le premier qui a dit que le bébé a une vie psychique, donc c'est-à-dire une vie intérieure à lui. Et du coup, il a montré que les expériences émotionnelles que le bébé vivait quand il était petit, ils allaient avoir un impact sur toute sa vie. Jean Piaget, lui, il a parlé de l'enfant construit son intelligence, donc de par l'observation, l'expérimentation, la manipulation, et il a pu dans sa théorie, mettre en évidence plusieurs stades de développement. Ensuite, on a parlé de Henri Wallon. Donc, lui, il a parlé que le développement du bébé est global. On ne mélange pas, on mélange justement, on ne dissocie pas, je voulais dire, le corps et les émotions. L'enfant est un être complet qui, grâce à son corps et ses émotions, va pouvoir rentrer en relation avec les autres. Et enfin, on a parlé aussi de Winnicott, donc lui qui a parlé de l'importance de l'environnement, d'une personne qui va être là, présente, rassurante, donc une mère qui va nommer suffisamment bonne, qui va pouvoir répondre de manière pas forcément complètement complète, mais incomplète, comme de la manière dont elle peut, aux besoins du bébé. Et il a aussi créé la notion de l'objet transitionnel, que vous connaissez toutes, qu'on utilise tous les jours, le doudou. Donc, si vous voulez en savoir plus, là, je vous ai fait un petit résumé. N'hésitez pas à chercher le replay de cet atelier pour bien comprendre les bases du développement de l'enfance. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion avec d'autres pédagogues
pédiatres qui sont allés encore plus loin et qui ont vraiment montré l'importance du lien. Donc, on sort du côté de la pensée, de l'intelligence, du psychique, mais on va plutôt s'orienter aujourd'hui sur le lien et la relation. Et on va aller découvrir plus en détail chacun ces personnages qui ont beaucoup influencé nos pratiques. Donc, en premier, je vais vous présenter René Spitz. Donc, René Spitz, c'est un psychiatre et psychanalyste qui est d'origine hongroise, mais qui a beaucoup travaillé aux États-Unis. Donc lui, il a travaillé dans les pouponnières et dans des orphelinats. Et il a observé des bébés séparés de leurs parents. Donc comme Winnicott, Winnicott c'était partie des mêmes observations. Lui, Spitz, il a remarqué que les bébés qui étaient pourtant bien soignés, donc on leur offrait tous les soins dans ces orphelinats, on les nourrissait, ils étaient changés, ils étaient baignés, donc il n'y avait aucun problème sur le plan matériel. Eh bien, ces bébés présentaient quand même des troubles importants. Donc, c'était soit des bébés qui étaient apathiques, soit des bébés qui n'exprimaient pas grand-chose, donc ils ne pleuraient pas, ils n'interagissaient pas. Et du coup, René Spitz, il a décidé de filmer ces bébés pour pouvoir observer de façon très précise leur comportement. Et du coup, grâce à ces observations, il a repéré des retards de développement, des états de détresse, de repli, des grandes tristesses. Donc, ces observations, elles ont profondément remis en question les pratiques institutionnelles de l'époque. Il a démontré que le fait de répondre aux besoins physiques ne suffisait pas. Donc, René Spitz, lui, il a été très, très marqué par des bébés, surtout les bébés qui étaient silencieux, parce qu'on le sait bien, un bébé de nature est un bébé qui explore, qui pleure. Donc, lui, il a été très, très marqué par des bébés silencieux qu'il nommait comme des bébés qui étaient éteints émotionnellement, comme s'ils se retiraient du monde. Donc, on va découvrir ça après plus en détail. Maintenant, je vais vous présenter John Bowlby, donc, qui est né en 1907 et mort en 1990. Donc John Bowlby, c'est un psychiatre psychanalyste, comme René Spitz. Lui, il est anglais. Après la Seconde Guerre mondiale, lui s'est intéressé aux bébés qui étaient séparés de leurs parents dans les institutions. Donc, il est pris par des bébés qui sont bien nourris, mais qui continuent de réclamer du lien avec l'adulte qui les a nourris. En fait, il se rend compte que ces bébés cherchent la proximité. Donc, il va utiliser tout ce que Spitz aura démontré. Et lui, il va beaucoup s'intéresser aux séparations et aux retrouvailles. Donc, il va observer les réactions des bébés lors des séparations. Donc, il va avoir différents types de réactions, donc des pleurs, des colères ou des enfants qui justement ne disent rien. Et il va s'intéresser à ça et aussi aux retrouvailles quand les enfants vont retrouver leurs parents, vont retrouver leur figure parentale. Et suite à toutes ces observations, il vient s'intéresser au lien. Comment le lien entre l'enfant et ses parents va avoir une influence sur son développement. Et il va s'inspirer de travaux, donc il va observer des travaux d'autres personnes, des études. Il va regarder aussi des études sur les animaux pour comprendre comment on crée un sentiment de sécurité pour l'enfant. Donc, c'est vraiment toute la base de son travail, c'est de sécuriser le bébé. Et ça, on va le voir aussi en détail après. Amy Pickler. Amy Pickler, donc, elle est née en 1902 et morte en 1984, donc à peu près dans les mêmes années que John Bowlby. Elle est hongroise. Donc, elle dirigeait une pouponnière à Budapest, une pouponnière qui s'appelait Logzi. Donc, souvent, on parle de la pédagogie, Pickler-Logzi. Donc, Pickler, c'est le nom de la dame qui a inventé cette pédagogie, et Logzi, c'est le lieu, la pouponnière où elle a créé sa pédagogie. Et elle va mettre en place une approche très innovante pour l'époque, parce qu'à l'époque, on avait tendance à stimuler les bébés dans les apprentissages. Donc, on allait asseoir les bébés, on allait leur donner la main, on allait les mettre debout. On voulait qu'en fait, l'enfant se développe le plus rapidement possible, parce qu'en fait, pour l'époque, le bébé, c'était un petit être en devenir. Et du coup, on ne prenait pas l'importance des découvertes et du moment présent. Elle va faire l'inverse de ce que proposé à l'époque, parce qu'elle va observer les enfants évoluer différemment lorsqu'on les laisse libres. Donc, elle va beaucoup travailler sur la liberté de mouvement. Elle voit que les enfants laissés libres au sol, ils ont une plus grande aisance corporelle et ils prennent beaucoup de plaisir à explorer.
Donc, elle se dit qu'ils sont capables de se développer par eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas besoin que l'adulte intervienne. Donc, elle va mettre en place dans sa pouponnière des conditions adéquates pour que les enfants se développent. Donc, elle va proposer du matériel adapté, elle va laisser du temps, elle va proposer aussi des espaces très sécurisés et elle va beaucoup observer les bébés. Donc, elle va offrir une approche qui est beaucoup plus respectueuse du rythme et des capacités de l'enfant. Voilà du coup pour Rémi Piclet. Maintenant, on va parler de Françoise Dolto, la seule française. Donc, c'est une pédiatre psychanalyste, donc française, et elle recevait des enfants en consultation. Et elle s'est intéressée à leur manière de s'exprimer. Donc, Françoise Dolto, elle a beaucoup observé les enfants et la façon dont ils réagissent à ce qu'ils vivent. Elle disait que les enfants, ils comprennent bien plus que ce qu'on ne pense. À l'époque, on n'expliquait pas aux enfants, on ne mettait pas de mots sur ce qu'ils vivaient, on ne voyait pas l'enfant comme un sujet, on voyait l'enfant plutôt comme un objet qui subissait, qui suivait les adultes. Et elle, Françoise Dolto, a bien montré que l'enfant comprend, même s'il ne sait pas encore exprimer verbalement ce qui se passe pour lui. Donc, à cette époque, hein, voilà, comme je vous disais, l'enfant n'était pas considéré comme un sujet. Et elle a vraiment mis ça en avant. Donc, elle a proposé un nouveau regard sur l'enfant. Elle voit l'enfant comme une personne à part entière, un petit être qu'il faut écouter et respecter. Donc, elle a énormément participé à changer le regard sur les bébés dans la société. Et enfin, Daniel Stern, donc 1934-2012, lui, c'est un psychiatre et chercheur américain. Et lui, il a fait des observations directes des bébés en interaction avec leurs parents. Donc, il a filmé, comme René Spitz, pour analyser ensuite précisément ces échanges. Donc, lui, il a eu la chance d'avoir les enfants avec les parents. Et lui, il s'intéresse beaucoup aux micro-interactions. Donc, c'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas beaucoup, hein, donc c'est-à-dire les regards, les mimiques, les rythmes, les gestes. Et il voit que le bébé s'ajuste à l'adulte. Donc, vraiment, dans ses recherches, c'est ça qui ressort et qui est très important, c'est que la relation, elle se construit dans l'instant présent et qu'il y a une forme d'ajustement. Il va parler de danse relationnelle entre le bébé et l'adulte et montre que les interactions entre les deux vont se synchroniser. Donc maintenant, on va aller voir ça plus en détail avec des vidéos. Donc, on va commencer par René Spitz. Donc, comme je vous le disais, il voit, lui, dans les orphelinats et les pouponnières, des bébés qui sont changés, qui sont soignés, qui sont nourris, mais pourtant des bébés qui ne vont pas bien du tout. Et c'est par cette observation qu'il va développer une théorie très importante pour comprendre les besoins des tout-petits. Il va créer le concept d'hospitalisme. Donc, c'est dans les années 30, dans les années 40. Pour lui, les enfants, ils ont des troubles importants, mais ce n'est pas un manque de soins. Comme hein, je vous l'ai dit, ces bébés étaient nourris, changés, ils dormaient. C'est un manque de relations et de liens affectifs. Donc l'hospitalisme, c'est l'effet du manque de relations humaines sur le développement du bébé. Du coup, je vais vous proposer une petite vidéo. Donc on voit bien à travers cette vidéo que le lien affectif, c'est pas un plus dans le développement de l'enfant, c'est un besoin essentiel qui va permettre à l'enfant de se développer. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler de John Bowlby. Donc, John Bowlby, lui, est allé plus loin pour comprendre ce que l'enfant a réellement besoin pour se sentir en sécurité. Il est parti de ce que Spitz avait observé, hein, bien sûr, parce qu'il avait observé ça 10-20 ans avant lui. Et il va approfondir ses recherches et il va s'appuyer sur des expériences menées sur des animaux. Donc, c'est ce qu'on va regarder juste après. C'est ce qu'il a amené et la théorie de l'attachement. Donc, la théorie de l'attachement, elle a été créée dans les années 50. J'imagine que vous connaissez, hein, parce que en tant que pro de la petite enfance, c'est quelque chose que, en général, on connaît tous. La définition de la théorie de l'attachement, c'est que le bébé va chercher naturellement la proximité dont il a besoin auprès d'un adulte rassurant. Donc, l'adulte va être une figure d'attachement. On parle de figure d'attachement principale et de figure d'attachement secondaire. Les figures d'attachement principales sont les parents, la mère
principalement parce qu'elle va offrir les soins de maternage, la proximité avec l'allaitement. Et nous, en tant que pro de la petite enfance, nous sommes les figures d'attachement secondaires, comme par exemple les grands-parents. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer des vidéos qui ont inspiré Bowlby pour créer la théorie de l'attachement. Donc, on va commencer par une vidéo de Konrad Lorenz. Donc, c'est une vidéo qui est muette où on voit Konrad Lorenz avec des oisillons. Donc ça, il l'a fait pendant plusieurs années, je crois 3 ans, où il a été suivi pendant 3 ans par des oisillons, hein, qu'il aille sous la douche, dans son lit, faire du canoë, nager. Il était suivi par des oisillons. Donc on voit que les oisillons, ils se dirigent et ils suivent Konrad Lorenz, qui est pour eux comme un référent, une figure d'attachement, mais on ne peut pas parler de figure d'attachement pour les oiseaux, mais c'est une référence. Et bien pourquoi ils suivent Lorenz? Parce qu'en fait, ces petits animaux, en fait, ils suivent la personne, le premier être humain qu'ils voient quand ils naissent. Donc en fait, Konrad Lorenz, il a été là pour la naissance de tous ces oiseaux. Il est devenu une référence. Donc, ce qu'on voit à travers ces recherches, c'est que ce n'est pas un apprentissage, c'est inné. Les petits oisillons, c'est inscrit dès la naissance. Pour survivre, ils doivent suivre la première personne qu'ils voient quand ils naissent. Et du coup, ce phénomène, Cohen-Lorenz l'a appelé l'empreinte. Donc, c'est le besoin de s'attacher à une figure. Ce n'est pas propre à l'être humain. En fait, c'est profondément ancré dans le vivant pour assurer la survie et la sécurité de l'espèce. Donc, on voit que les animaux le font et du coup, ça fait un lien avec, excusez-moi, les petits êtres humains aussi qui vont s'attacher à une personne pour survivre et se protéger. Alors maintenant, je vais vous proposer, excusez-moi, une autre vidéo. Donc, c'est une vidéo avec des petits singes. C'est Harry Harlow qui a mené des expériences. Donc, aujourd'hui, ça ne serait plus possible, mais à l'époque, malheureusement, et en même temps, ça nous a permis d'apprendre des choses. Mais voilà, ces petits singes ont pas mal souffert parce qu'ils les ont enlevés de leur mère et ils les ont arrachés de leur mère. Donc, si vous êtes sensible, ne regardez pas trop les vidéos parce que ça peut être difficile. Donc là, on voit bien, c'est assez révélateur, que le petit bébé singe, eh bien, il préfère la mère qui va avoir la fourrure et qui va lui offrir douceur, contact, plutôt que celle qui est en fil de fer et qui va juste lui apporter de la nourriture. Donc le lien affectif, on le voit par ces expériences, est fondamental pour sécuriser et aussi pour offrir la possibilité d'explorer. Parce qu'on voit très bien dans la deuxième expérience que le petit singe, après avoir pu se blottir contre sa mère factice de douceur, eh bien, il est en capacité d'aller explorer autour de lui, alors que quand elle n'était pas là, il était blotti sur le petit tissu et il n'explorait pas. Donc, je pense que ça peut faire écho aussi à des petits qui arrivent dans les lieux d'accueil et qui sont blottis avec leur petit doudou et qui ne bougent pas. Ça se comprend complètement parce que voilà, ils sont encore en insécurité. Donc, John Bowlby, il a créé la théorie de l'attachement qui explique comment le lien entre l'enfant et ses figures d'attachement va influencer son développement émotionnel et relationnel. Plus il va se sentir en sécurité, donc plus il va avoir un lien avec une figure d'attachement qui est disponible, présente, rassurante, plus le bébé va se sentir en sécurité. Et du coup, quand l'adulte, c'est une base de sécurité, eh bien, l'enfant peut petit à petit s'éloigner pour aller explorer comme ce petit singe. Donc, l'enfant va s'éloigner petit à petit et par contre, s'il va avoir un danger, un peu de fatigue ou un inconfort, l'enfant va vite revenir vers la figure d'attachement qui va jouer un rôle de refuge. Là aussi, pour le petit singe, il va se nourrir et hop, tout de suite, il va rester pendant 22 heures dans ce refuge. Alors, pour la théorie de l'attachement, il existe différents types d'attachements. Des attachements sécures, insécures. On ne va pas les voir maintenant, mais je vais vous inviter, si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai animé un autre atelier sur comment créer un attachement sécure et j'ai parlé des différents types d'attachements avec Marie Hensborn,
qui a créé, donc c'était une élève de John Bowlby et qui a créé la situation étrange. Donc, c'est des observations sur des enfants de 1 an qui sont séparés de leurs parents. Donc, on les met dans une pièce avec d'autres personnes, des jeux, et les parents les laissent. Et du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo que vous trouverez sur YouTube. Alors, maintenant, on va parler de Amy Pickler. Et on va voir comment le développement, comment l'enfant se développe quand on respecte son rythme et qu'on lui laisse de la liberté. Donc, l'enfant, il apprend par lui-même quand il est acteur de ses mouvements. Donc, c'est ce s'est rendu compte Amy Pickler. En fait, avant d'être dans sa pouponnière, elle avait son cabinet, elle recevait des enfants et elle s'est rendue compte que les enfants qui étaient dans des familles plus bourgeoises et qui avaient, on va dire, moins de possibilités d'explorer, qui étaient moins souvent dans la rue, eh bien, c'était des enfants qui étaient plus fragiles parce qu'en fait, ils étaient très accompagnés par les adultes. Et elle s'est rendue compte, à l'inverse, que des enfants qui étaient laissés beaucoup plus libres, eh bien, ils avaient une meilleure coordination, une meilleure représentation de leur schéma corporel. Donc, c'est comme ça qu'elle a décidé de laisser l'enfant libre de faire des postures en fonction de sa maturation individuelle. Et par contre, Amy Pickler, elle a vraiment insisté sur le fait de renforcer la relation autour des soins. Donc, ça fait vraiment écho à ce qu'ont découvert Splitz et Bowlby, car pour elle, il était essentiel de ne pas forcer un bébé, mais de lui proposer des accompagnements qui allaient être ajustés à son rythme en douceur. Donc, pour elle, le soin, c'est un moment vraiment de communication, un moment de sécurité affective, où on oublie la technicité, mais qu'on est dans un moment de rencontre qui va construire la relation. Et du coup, je vais vous proposer une courte petite vidéo sur une crèche qui utilise la méthode de Amy Pickler. Et on va pouvoir voir les enfants se déplacer librement et on va pouvoir observer un son. Donc, on voit bien dans cette vidéo des adultes qui sont disponibles, attentifs et qui accompagnent sans faire à la place de l'enfant. Vraiment, dans la pédagogie de Pickler, c'est on laisse les enfants autonomes dans leurs déplacements. Donc là, on a vu dans cette vidéo, on n'intervient que si l'enfant vraiment est coincé, qu'il n'arrive pas. Alors, on va d'abord l'encourager avec la voix et après peut-être intervenir avec le corps, mais on est beaucoup plus dans l'observation que dans d'autres pratiques. Et par contre, c'est au moment des soins où là, on va vraiment être en lien et en relation. Donc, c'est souvent malheureusement ce qu'on peut encore voir aujourd'hui dans différentes structures, que pendant les activités, certaines professionnelles sont beaucoup dans l'interaction, à donner des consignes, à attendre quelque chose, et dans le soin, vont être beaucoup plus dans la technicité. Alors que dans cette pédagogie picklerienne, on fait l'inverse. C'est vraiment pendant l'activité et l'exploration, on n'est que dans l'observation et on vient en tant que figure d'attachement secondaire s'il y a un danger et si l'enfant nous le manifeste. Et pendant le soin, par contre, on est très présent et on va beaucoup nommer tout ce qui se passe. Là, notamment avec ce petit bébé, vous avez entendu, elle lui explique tout ce qui se passe, elle lui accroche son body en lui disant tous ces gestes. Et on va parler maintenant justement de la parole et de l'importance de la parole avec Françoise Dolto. Donc, pour Françoise Dolto, accompagner l'enfant, ça va reposer sur l'écoute et du coup, l'importance de la parole. Elle dit que même sans parler, l'enfant comprend et a besoin qu'on lui parle pour se construire. Elle a toujours insisté, Françoise Dolto, sur l'importance de parler à l'enfant et de lui expliquer ce qu'il vit pour l'aider à mettre du sens sur ses expériences. Donc, elle le dit, l'enfant est un sujet, il a une action sur sa vie et sur le monde. Donc, vraiment, pour Françoise Dolto, et c'est ce qu'elle a amené à toutes les personnes qui ont pu l'écouter et lire ce qu'elle a pu écrire, le bébé est une personne à part entière. Et du coup, Françoise Dolto, pour vraiment pouvoir transmettre tout ça, elle a créé les maisons vertes. Donc, les maisons vertes, ce sont des lieux d'accueil intermédiaire pour les jeunes parents. Où les parents vont pouvoir aller. Donc, c'est un lieu qui est entre la maison et les différents lieux d'accueil. Donc, c'est un espace ouvert qui est libre où les enfants peuvent jouer, être en interaction les uns avec les autres. Et
où les parents vont pouvoir échanger, du coup, sortir de l'isolement, mieux comprendre ce que vit leur enfant, observer d'autres enfants, observer leur enfant avec d'autres enfants. Donc, ce sont vraiment des espaces de lien, de soutien et de prévention qui ont été vraiment des lieux précurseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux d'accueil par enfants, d'espaces de parole. Mais voilà, Françoise Dolto a été une des premières à les mettre en place en France. Donc, je vous propose une petite vidéo. Donc, c'est quand elle est décédée. Donc, voilà, c'est un mini reportage de quelques minutes voilà, sur vraiment sa façon d'être et de penser. Donc, ce qu'on retiendra de Françoise Dolto, c'est l'importance de mettre des mots sur ce que vit l'enfant. Ça l'aide à se construire et à comprendre ce qui se passe pour lui. Donc, même si l'enfant n'exprime pas encore ou n'a pas la capacité de comprendre la notion, enfin pas de comprendre, mais de l'exprimer parce qu'il ne sait pas utiliser les temps, il n'a pas assez de vocabulaire, elle nous a vraiment transmis cette chose-là qui est essentielle. Alors maintenant, pour finir, nous allons parler de Stern. Donc lui, il va parler de la communication précoce. Pour lui, le bébé n'est pas passif dans la relation, il est acteur de la relation dès la naissance et il se construit à travers les interactions avec son environnement. Donc Stern, lui, il a beaucoup étudié en observant les parents avec les bébés et il montre que le bébé communique dès la naissance. Donc, à travers plein de petites choses, des regards, des mimiques, et tout ça se construit dans l'instant présent. Donc, c'est essentiel d'être vraiment disponible pour le bébé, de le regarder, d'imiter ses petits sons. On va écouter du coup Stern parler de la théorie de l'attachement. Donc, ça fait un petit rappel avec ce que je vous ai présenté sur John Bowlby. Et il a parlé de la distance que commence à créer le bébé avec son parent quand il commence à marcher. Et c'est là où il montre vraiment l'intelligence du bébé parce qu'en fait, le bébé, il va organiser son exploration et ses allers-retours entre lui et sa figure d'attachement pour garder une proximité, mais en même temps pour pouvoir explorer. Donc, c'est pour ça qu'il parle de synchronisation, de danse émotionnelle. Le bébé va explorer, mais il va revenir régulièrement pour se sécuriser avant de repartir. Donc, ça, c'est vraiment ce que nous aussi, on peut apporter au bébé, d'être ce refuge-là. Et plus on comprend pourquoi c'est important, plus on va pouvoir autoriser les bébés à avoir cette proximité avec nous. Alors, maintenant qu'on a vu tous les grands pédagogues, je vais vous rappeler des exemples de votre quotidien, mais je pense que vous avez fait ce lien en écoutant cette conférence sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise ces théories. Alors, la première chose, ça va être John Bowlby, donc, qui a mis en place la théorie de l'attachement. Et donc, il a changé notre manière d'accueillir les enfants, les familles et d'ouvrir la séparation. Donc, aujourd'hui, on prend le temps on ne va pas attraper le bébé, ne pas faire rentrer les parents dans le lieu d'accueil. On prend le temps de se dire au revoir, on rassure, on dit que le parent va revenir, on ne dit plus aux parents de partir directement discrètement. On sait à quel point c'est important pour la sécurité, pour l'accompagnement, ce moment de séparation. Et bien sûr, on accueille les pleurs et on les encourage, on va dire, oui, c'est normal d'être triste, tu as raison de pleurer, je comprends que toi, tu voulais rester avec ta maman, tu avais passé un bon week-end avec maman, et c'est toujours difficile le lundi de laisser sa maman. Voilà, donc tout ça, on le sait grâce aussi à la théorie de l'attachement. Ensuite, Splitz, donc, qui dit que les soins ne suffisent pas. Rappelez-vous, c'est celui qui a créé l'hospitalisme. Donc, lui, c'est quand, donc on va l'utiliser dans notre quotidien quand on va effectuer des soins, par exemple, on va changer la couche ou changer la couche d'un bébé, eh bien, on ne va pas rester que dans un geste très technique. On va parler, on va sourire, on va jouer, on va interagir, on va divertir l'enfant pendant le soin et on va lui expliquer aussi tout ce qu'on fait concrètement, comme dans la pédagogie Picler. Et ça, par exemple, quand moi j'accompagne mes candidates à la VAE et qu'elles écrivent une fiche sur le soin, donc je pense à la VAE d'auxiliaire de puériculture ou du CAP, souvent elles vont être dans quelque chose d'assez technique. Je me suis lavé les mains, j'ai installé mon matériel et je leur dis souvent, explique l'interaction que tu as eue avec l'enfant.
Ça vient vraiment de ce qu'on a appris avec Split, donc de vraiment montrer, je lui souris, je lui parle doucement, à un moment donné, je vois que l'enfant s'ennuie, je lui propose de tenir sa couche dans ses mains ou je lui donne sa petite chaussette. Enfin voilà, de montrer qu'autour du soin, bien sûr, c'est important de préciser la technicité, mais de montrer qu'on est dans la relation avec l'enfant. Picler, elle nous a appris qu'on va laisser le bébé se développer en autonomie, hein, donc plutôt que de le mettre assis, de le mettre debout, de le tenir, de le mettre en haut du toboggan, on va laisser le bébé aller à son rythme. Et avec, en sécurisant l'espace et en étant disponible si le bébé a besoin. Donc, ce que je vous disais, mais je le rappelle, c'est que vraiment, on observe dans les temps où l'enfant explore et par contre, là, on est vraiment disponible avec lui dans la relation autour du soin. Françoise Dolto, donc elle a changé notre manière de communiquer avec l'enfant. Donc aujourd'hui, on va nommer les émotions, les ressentis de l'enfant. Quand un enfant, par exemple, est triste parce qu'on lui a cassé son jeu, eh bien, on va le nommer. Tu es triste parce que Jean a cassé ta tour de Lego. Et oui, et je vois que maintenant tu es fâché et tu as envie de taper, de crier. C'est bien normal quand on est frustré. Ou alors de prévenir l'enfant. Je t'installe au repas, je vais mettre ton bavoir et je vais partir quelques instants chercher ta cuillère parce que je n'ai pas de cuillère et on avait besoin d'une petite cuillère. Donc voilà, de nommer tout ce qui se passe à l'enfant pour le préparer, il est vraiment un sujet important. Et enfin, Stern, qui nous apprend beaucoup sur les micro-interactions. Plus on va regarder le bébé attentivement, imiter ses sons, imiter ses mimiques, répondre à ses sourires, avoir un ton de voix qui est adéquat par rapport à ce qu'il fait, attendre sa réaction, et plus ça va développer une relation harmonieuse et développer son intelligence relationnelle. Donc, l'enfant grandit dans les liens que nous lui offrons et c'est dans la répétition des interactions que se construit sa confiance. Donc, j'espère que suite à cette conférence, vous serez encore plus convaincus que le lien est indispensable et vous pourrez encore plus prêcher la bonne parole auprès de vos équipes, auprès des parents et de l'importance d'être là et disponible avec l'enfant au moment des soins tout particulièrement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Ça ressemble au LAEP d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est ce que, oui, je l'ai dit à la fin. Alors peut-être que vous aviez écrit votre question avant que j'en parle, mais moi je travaille dans une association qui s'appelle Moment en famille le samedi matin et c'est un peu la même chose parce qu'en fait on est des accompagnantes où on reçoit les parents gratuitement et on répond à toutes leurs questions et on laisse les enfants agir librement et dans les lieux d'accueil par enfant c'est la même chose. Donc oui, c'est tout à fait ça. Bien, merci Marie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, un grand merci pour tous vos retours. Vraiment ravi que l'atelier vous ait plu. Surtout merci. Merci Marie pour toute l'organisation de cet atelier. De rien. N'hésitez pas du coup à faire des liens sur vos VAE, hein, aussi bien AP que EJE. C'est toujours important de montrer que voilà, on sait pourquoi on agit de cette manière-là et de faire du lien avec la théorie. Donc j'espère que ça vous aura amené de la plus-value pour votre parcours de VAE.